Bonjour et bienvenue à la chaîne Synapse Insights, chaîne dédiée au marketing territorial avec des sujets autour du marketing territorial et du développement solidaire. Nous sommes accompagnés d'un très bon monsieur, d'un très cher monsieur Abdelkader Mehdi, président de l'association ESSOR, économie sociale et solidaire de la région de l'Oriental, basée à l'UNCG d'Oujda, à l'université Mohamed Ier de l'Oriental. Marhaba bek. Oui, Barakallahu fik, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour rappeler, si vous êtes en direct ou là en rediffusion, je vous invite déjà à joindre Facebook pour les gens qui sont en direct pour communiquer avec nous, poser vos questions, etc. Si vous êtes en rediffusion, je vous conseille cette fois YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, c'est en meilleure qualité, c'est en Full HD, donc en 1080. Et d'ailleurs, c'est là où toutes les nouveautés en termes de vidéos, de production, c'est là où ça se passe. Donc, encore une fois, marhaba si Abdelkader Mehdi. Donc, si Mehdi, nous allons aujourd'hui parler de votre association Nas Kaychoufouha Naf le logo. C'est l'association ESSOR. Oui. L'histoire de les motivations derrière, un peu votre histoire à vous personnelle, parce que c'est bien de s'intéresser aux institutions, mais aussi les humains derrière. D'accord, oui. Et puis, pour finir sur les effets sur l'attractivité territoriale, parce que c'est ce qu'on essaie de développer collectivement. Ici, on parle marketing territorial et le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la région de l'Oriental vise à une meilleure attractivité sociale en interne pour qu'elle se reflète en externe. Exactement. Tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est Aladdin Khaladi. Avec plaisir. Donc je dois quand même ne pas laisser l'occasion pour saluer quand même cette initiative très louable, fort louable quand même, pour mettre à notre disposition une tribune pour les acteurs quand même qui optent bien sûr et qui travaillent pour le bien quand même de toute une région. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Pour l'instant, c'est gratuit. Merci beaucoup. Donc un petit salut quand même à tout le team ESSOR, donc le conseil d'administration, et plus spécialement donc à l'université Mohamed Ier, avec à la tête bien sûr la présidence, la vice-présidence, bien sûr le service et la mission donc coopération et recherche, sans oublier bien sûr le NCG qui est quand même l'institution qui bien sûr nous loge dans ses locaux. Merci à tout le monde, d'accord, et encore une fois, merci c'est Aladdin pour cette invitation, pour parler quand même d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc je dois vous dire que ESSOR quand même c'est une association. Et comme toute association, bien sûr, elle cherche toujours un intérêt particulier, certainement dédié à la région de l'Oriental, comme son nom l'indique. Nous sommes une association de l'entrepreneuriat social et solidaire de la région de l'Oriental, spécifiquement la région de l'Oriental. Et bientôt, bien sûr, on va s'ouvrir sur le national parce qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Donc, ESSOR, c'est quoi? Donc, c'est une initiative louable quand même d'un think tank quand même pluridisciplinaire. Et c'est une étude qui a duré quand même 4 ans, d'accord, pour mettre en place cette nouvelle association. Donc, avant, donc, j'ai déjà été cofondateur de l'association donc de l'entrepreneuriat créatif et innovant qui s'appelle Pticar, d'accord, que j'ai laissé entre les mains de mes collègues professeurs. Et j'ai créé cette association dédiée uniquement donc à l'entrepreneuriat social et solidaire et bien sûr qui englobe l'économie sociale et solidaire. Donc l'initiative, c'est une initiative louable qui cherche beaucoup plus à changer de paradigme dans tout ce qui est gouvernance territoriale. Quand je dis gouvernance territoriale, je veux dire une chose très importante. Ça veut dire qu'il faut vraiment donc changer de paradigme, changer de mentalité et changer de mode de gouvernance. Donc si le management des multinationales opte maintenant pour tout ce qui est donc management transversal, donc maintenant nos élus, notre administration, les acteurs dans une région bien sûr ou dans une autre, opère toujours par des silos. Et là, donc, on ne peut pas travailler. Ça veut dire que chaque... Des silos, ça veut dire que déconnecté des autres. Chaque acteur travaille à part. Cela ne veut pas dire que les acteurs ne sont pas des experts. Loin de là. Ça ne veut pas dire que les acteurs ne comprennent pas leur domaine d'activité. Loin de là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas
hein, cet esprit quand même de synergie, d'accord, créative, cette intelligence collective qui permet donc à tout projet, d'accord, aboutir, et surtout quand il s'agit quand même de territoire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui opèrent dans un territoire et c'est vraiment donc une chaîne, et s'il y a un maillon faible dans une chaîne, c'est tout vraiment donc le style de management, c'est tout le territoire qui va en souffrir. Avant de parler style de management plus approfondi, avant de parler des activités de l'association Essor, on va revenir déjà pour mieux connaître Si Abdelkader Mehdi. Comme vous l'avez vu, ou sinon vous ne l'avez pas vu au teaser, je vous invite quand même à le revoir. Comme on l'a expliqué, donc Si Mehdi est un lauréat de l'ISCAE. Donc vous connaissez tous l'ISCAE de Casablanca, et depuis, d'ailleurs, pendant ses études et pendant ses activités avec le bureau des étudiants de l'ISCAE, vous étiez déjà orienté vers l'action économie sociale et solidaire, ce qui est intéressant. Alors que à cette époque, il faut dire, dans votre contexte, tout le monde s'orientait business, quasi-totalité, et ceux qui étaient dans l'économie sociale solidaire, c'était pour valider un projet ou une hobby à côté. Vous avez décidé de vous professionnaliser. D'ailleurs, vous avez continué une certification à l'ITC, l'Institut mondial, avec... le Centre de commerce international, l'International Trade Center. Oui, qui est co-géré avec l'ONU et l'OMC à Genève, en Suisse. Et vous avez cette certification de conseiller, accompagnateur pour l'export. Exactement. Donc vous avez clairement cette orientation d'export. La première chose que je vous ai posée, qui fâche quelqu'un qui est dans l'export, l'économie sociale solidaire, parce que quand je fais sur les chiffres, c'est pas eux qui exportent, c'est les grandes sociétés. Alors donc c'est là pour vous, il y aura du business où c'est plus lucratif. Vous avez absolument raison dans une certaine mesure, parce que là, quand on parle de business, bien sûr, on parle profit. Mais il ne faut pas oublier quand même, à partir de 2018, d'accord, la crise financière qui s'est développée pour devenir une crise économique. Et la solution quand même à cette crise, d'accord, on l'a trouvée dans l'économie sociale et solidaire, qui a quand même montré une certaine résistance et résilience par rapport donc à l'économie classique, d'accord, et au système capitaliste. Et là, il faut vraiment donc se poser la question, pourquoi quand même cette économie sociale et solidaire a pu résister face quand même à la mondialisation, face aux problèmes posés actuellement. Et la raison essentielle donc à ce choix est le fait que maintenant l'économie classique a montré ses failles et sa défaillance, et tout le monde sait qu'il s'agisse du Nord, d'accord, qu'il s'agisse du Sud, tout le monde parle bien sûr du problème, donc de la crise économique, et le problème du chômage, qui ne cesse de s'aggraver. Qu'il s'agisse dans les pays émergents, ou les pays quand même développés, et encore faut-il quand on parle bien sûr de pays en voie de développement ou bien sous-développés. Donc, à mon niveau, donc, la solution réelle à tout ce problème, c'est d'opter pour l'économie sociale et solidaire. Et là, on peut se demander pourquoi. Donc le pourquoi de la chose est très simple. Parce que l'économie sociale et solidaire fait le focus sur l'humain, sur la personne. Et quand on dit humain et personne, donc avant donc, de réfléchir et de penser uniquement profit, d'accord, l'économie sociale et solidaire pense avant tout impact social, sans pour autant oublier quand même le phénomène quand même de réaliser quand même des bénéfices. Donc c'est là donc où il y a vraiment donc cette émergence partout dans le monde, parce que quand on parle de l'économie sociale et solidaire, c'est pas très récent, ça date quand même de la fin du 19e siècle, mais ça ne s'est développé donc vraiment que à partir de la crise économique de 2008. Mais soyons clairs, l'un ne remplace pas l'autre. Certainement, là, vous me faites quand même penser à une chose. Comment on appelle l'économie sociale et solidaire? On l'appelle le tiers secteur, c'est-à-dire qu'il y a actuellement donc l'État, d'accord? Il y a le secteur privé, et voilà que l'économie sociale et solidaire émerge comme étant un tiers secteur qui pourrait éventuellement trouver solution aux problèmes posés pour l'État, qui n'arrive plus maintenant à agir, d'accord, et à faire face quand même à ces problèmes d'emploi, d'accord, et qui sont bien sûr la cause de beaucoup de soucis sociaux.
D'accord. Donc on vient d'expliquer la motivation derrière la personne qui est M. Abdelkader Mehdi, pourquoi il s'est orienté avec son expertise d'exportateur vers l'économie sociale et solidaire. Il a tout simplement répondu que l'économie sociale et solidaire comme émergence de l'économie mondiale qui fait le focus sur l'humain, Oui. naturellement développer de nouveaux marchés, les exporter à la même hauteur de l'économie, disons, traditionnelle, entre Exact, guillemets, exact, classique, oui. vient de pair. Oui. Donc, tout est question, mais quand on a une coopérative, mais quand on a coopérative العربية اللي فات لي تعاونية ولا خيرية ولا كيما كانت. oui. Donc l'action associative on peut se professionnaliser نقدروا تولي حرفية ماشي غير الناس اللي كيبغيو يديروا الخير لا on peut faire carrière. Donc c'est ça derrière un petit message ce que vous voulez dire. Mais C'est ça. vous avez absolument raison, mais ce qu'on on est en train bien sûr de dire, c'est que, attention, quand on... Voilà, donc rebonjour, désolé à tout le monde pour cette interruption. Des petits soucis techniques qui viennent en direct, mais on doit gérer ça. Donc désolé de vous avoir interrompu, je vais reprendre rapidement. Donc, vous êtes à Synapse Insight, chaîne dédiée pour le marketing territorial. Si vous êtes sur YouTube, encore une fois, je vous invite à venir sur Facebook. Si vous êtes pendant la rediffusion, je vous invite à aller cette fois sur YouTube parce que c'est en Full HD. Donc nous sommes en compagnie de Abdelkader Mehdi, président de l'association ESSOR, économie sociale et solidaire de la région de l'Oriental. Nous avons expliqué rapidement ce que Abdelkader Mehdi en tant que professionnel, voilà, en tant que professionnel, pourquoi il s'est orienté vers l'économie sociale solidaire, et donc c'est carrément une émergence et une professionnalisation dans le métier. Monsieur Abdelkader Mehdi nous expliquait que quand il parle d'économie sociale et solidaire avec les coopératives, les coopératives, c'est pas les 2-3 personnes qui disent le khair et c'est bon, non, c'est carrément une industrialisation, une vision, une stratégie, vision. D'accord, et un développement à l'international, pourquoi pas, avec toutes les possibilités qu'on a. Il ne faut pas oublier que le Maroc a beaucoup de potentiel et de possibilités. Et quand je parle de potentiel et de possibilités, nous avons des produits de terroir très très demandés à l'international et qui ne sont pas bien exploités. Et on laisse l'occasion, bien sûr, aux étrangers de venir exploiter ces potentialités. Hein, et on ne bénéficie pas quand même de la valorisation de ces produits de terroir au niveau quand même de toutes les régions. Hein. Je ne parle pas uniquement de la région de l'Oriental. Je disais tout à l'heure que à l'instar, bien sûr, des multinationales donc, de l'économie classique, il y a des multinationales coopératives qui ont très très bien réussi. Et j'ai cité Yoplait pour ne pas dire des noms, d'accord, mais je peux citer encore Copac, qui a bien réussi au Maroc. Je peux citer au niveau de la région de l'Oriental Colemo, d'accord, et bien d'autres exemples. Mais le plus important pour moi, c'est que on a parlé tout à l'heure d'une chose très très intéressante, à savoir les synergies créatives, bien sûr, l'intelligence collective. C'est-à-dire, il faut vraiment mettre en place une institution, un acteur qui pourrait éventuellement mettre tout le monde autour d'une table, d'accord, et essayer de trouver des solutions pour ce territoire qui est plein de potentialités, plein d'opportunités, mais mal exploité. Je prends le cas par exemple de tout ce qui est orange. Depuis des années, la région de l'Oriental exporte des oranges. Et pour citer un exemple, hier j'étais, bien sûr, et avant-hier j'étais en réunion avec un ami, et on parlait de l'orange, bien sûr, et du marché russe. Mais est-ce qu'on va continuer toujours, par exemple, d'exporter ces oranges de la même manière? On peut valoriser, d'accord, et monter bien sûr, non seulement en compétences, mais développer la valeur ajoutée du Maroc. Sachant que, bien sûr, nous avons des problèmes au niveau de la balance commerciale et de la balance des paiements. Donc, si je vais plus dans ce sens, on a organisé quand même une table ronde, dans laquelle, bien sûr, au sein de l'université, au sein de la présidence de l'université Mohamed Ier, avec tous les acteurs au niveau de la région de l'Oriental. D'ailleurs, pour rappeler à nos téléspectateurs, l'association ESSOR est basée à l'université Mohamed Ier d'Oujda. Et on travaille en collaboration, et notre premier partenaire a été l'université Mohamed Ier. On pourrait éventuellement se poser la question pourquoi. On va revenir par la suite sur l'historique, oui. Mais c'est comme ça, juste pour bien
positionner. Ok. Donc, voici maintenant, c'est quoi cette table ronde au sein de l'université? Donc cette table ronde donc, a réuni quand même tous les acteurs pour parler, bien sûr, des opportunités au niveau de la région de l'Oriental. Et après cette table ronde, d'accord, qui a duré quand même 5 heures, on est sorti avec quand même 34 opportunités qui sont et qui existent, d'accord, et qu'il faut vraiment valoriser quand même pour développer quand même les opérations à l'export. Nous avons commencé donc un petit travail, d'accord, et le compte rendu a été envoyé quand même à tous les acteurs via l'université Mohamed Ier, d'accord, pour parler bien sûr de quelques opportunités qu'on est en train bien sûr de creuser, d'accord, pour faire un rapport d'ici donc 3 mois maximum. On est sorti avec ces opportunités, mais ces opportunités étaient l'émanation de quoi? Étaient l'émanation d'une idée, d'accord, très très importante au niveau de notre association, qui est de descendre sur le terrain, d'accord, et de voir ce qui se passe, d'accord, et de faire une cartographie des opportunités de la région de l'Oriental. Nous avons quand même fait beaucoup de déplacements, au niveau de toute la région, d'accord, de Saïdia, d'accord, de Nador jusqu'à Figuig, d'accord, en passant par Ish et pas mal quand même de villages et bien sûr de villes lointaines. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de coopératives quand même qui ont des opportunités entre les mains, mais il manque quand même de cette expertise, d'accord, de consultants, d'accord, de cette expertise de l'université, parce que on base beaucoup plus notre réflexion sur l'économie de la connaissance. Et vraiment, donc, l'université, c'est un gisement de connaissances et de matière à réflexion. C'est-à-dire, je prends un cas, un doctorant qui passe, par exemple, 3 ou 4 ans sur un projet, d'accord, qui traite, bien sûr, d'une problématique particulière. Ça, c'est un projet, bien sûr, à valoriser. Il ne faut pas, bien sûr, se contenter de dire le travail de l'université va rester dans l'université. Comment, maintenant, la réflexion qui est quand même sur la table, entre nous, bien sûr, en tant qu'association, et la convention va être signée bientôt avec l'université Mohamed Ier, c'est comment on peut ensemble travailler main dans la main pour valoriser, d'accord, cette économie de la connaissance, parce que c'est l'avenir. D'accord, donc c'est là que je vais poser plutôt ma question. Après avoir situé un peu l'audience, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, marhaba bikoum, vous êtes sur Synapse Insight, chaîne dédiée au marketing territorial. Encore une fois, comme je le rappelle, si vous êtes sur Facebook, posez vos questions. Soulo, si vous êtes sur YouTube, passez sur Facebook pour poser la question. Si vous êtes en rediffusion, je vous conseille YouTube et de vous abonner. C'est là où toute la nouveauté se passe. Si Mehdi vient de nous expliquer le rôle de l'association Essor et du travail associatif au profit de la professionnalisation du travail associatif, des coopératives, etc., de l'économie sociale et solidaire de façon générale. Il a cité que l'université était leur premier partenaire. D'abord, une question simple. Pourquoi vous êtes dirigé vers l'université comme premier partenaire et pourquoi pas comme premier partenaire une autre instance? C'est tout à fait normal. L'avenir actuellement, c'est beaucoup plus l'économie de la connaissance. Ce n'est pas l'économie du matériel. Toutes les sociétés, tous les pays qui ont opté uniquement pour le matériel, on voit ce qui se passe actuellement. Prenons le cas bien sûr du pétrole, donc de beaucoup de choses. Si je prends par exemple l'Irak, avant le pétrole, l'Irak était très très développé. Parce qu'il base bien sûr son développement sur l'économie de la connaissance. Et pour rappel donc à nos spectateurs, d'accord, l'Irak, d'accord, était le premier, d'accord, dans tout ce qui est astrologie. C'est-à-dire les navires qui naviguent dans les océans ne peuvent pas naviguer s'il n'y avait pas quand même l'apport de l'Irak. Maintenant, avec le pétrole, on voit ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir, maintenant, c'est beaucoup plus l'économie de la connaissance. Prenons le cas de la Corée du Sud. La Corée du Sud a basé son développement sur l'économie de la connaissance. Maintenant, si on compare la Russie avec, bien sûr, la Corée du Sud qui fait moins de superficie, qui n'a ni pétrole, ni gaz, ni or, ni platinium, ni, maintenant elle fait plus que l'URSS en chiffre d'affaires. 1,5 fois le chiffre d'affaires à l'export. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement que si on veut vraiment se développer au Maroc,
il faut quand même qu'on donne, bien sûr, l'importance à la recherche, d'accord? Parce que c'est la base quand même de tout développement. À notre point de vue. Question directe. Oui. L'université est là. Oui. Le budget de l'université est en milliards de dirhams. Oui. Les professeurs sont payés, quand ils sont PES, 30 000 dirhams le mois. Oui. Il y a la recherche scientifique. Oui. Mais les études restent dans les études et on s'en fout. Pourquoi? Je ne veux pas répondre directement parce qu'il y a quand même ici un souci. Parce que quand on parle de recherche, bien sûr, il faut situer la chose. C'est des directeurs de recherche. Vous avez cité 34 opportunités. Oui. Donc je suppose que c'est des doctorants, des chercheurs, des praticiens aussi, ou des institutions. 34 propositions de recherche sur des coopératives, hein, sur des développements, pas que des coopératives, sur de développement solidaire. Mais on ne les utilise pas. Et ces 34 étaient existantes. Il n'y a pas que. Ils n'ont pas besoin d'une association. Non, il n'y a pas que. Non, quand j'ai parlé d'opportunités, je ne parle pas, bien sûr, des domaines de la recherche. C'est pas des recherches. D'accord? C'est des applications pratiques ici de la recherche. Non, je parle beaucoup plus donc d'opportunités, de produits. D'accord, de terroirs qui pourraient éventuellement être exploités d'une manière intelligente, c'est-à-dire revenir à ce qui a été fait comme travail de recherche pour qu'on puisse valoriser. Par exemple, je prends un cas. Je suis quand même coach mentor au niveau donc d'un cluster bien sûr de l'environnement, et on a bien sûr des porteurs de projets de la région de l'Oriental qui travaillent quand même sur tout ce qui est recyclage et sur tout ce qui est valorisation des déchets. Déchets de quoi? Par exemple de la fleur de safran. Et ça, c'est très intéressant. Hein. C'est ça ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a des opportunités territoriales qui sont propres au territoire. Je prends par exemple un exemple, d'accord, sur les 34 opportunités, le caroubier. Ben, le caroubier, par exemple, il faut savoir que le Maroc est deuxième producteur mondial. Et il faut savoir que la région de l'Oriental détient les 2/3 de la production. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là, c'est une opportunité. Nous sommes le deuxième producteur et nous sommes, au niveau de la région de l'Oriental, nous détenons quand même les 2/3 de la production. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? On vend le caroub à l'état brut, sans aucune valeur. Sans aucune valorisation. Et c'est qui va profiter? Ben, ce sont les gens qui prennent, bien sûr, au kilo à 10 dirhams, 11 dirhams, d'accord? Qui vont vendre, bien sûr, à l'Espagne sans valorisation. Et c'est l'Espagne qui va valoriser. Est-ce que vous savez que les graines du caroub, d'accord? On appelle ça, la graine est appelée cara. Pourquoi? Avant, on parlait par exemple de l'or. Et c'est ça. Pour peser l'or, on le pesait avec ses graines. Le cara venait de ces graines du caroub. Et le plus important pour nous, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire comment on peut valoriser ces graines, d'accord, pour en sortir la gomme qui est vendue, d'accord, au gramme. C'est ça ce que je voulais dire. Je voulais dire que nous avons un potentiel en produits de terroir qui sont tellement intéressants et demandés dans le monde, mais on ne valorise pas. Ça veut dire que c'est beaucoup plus les intermédiaires, d'accord, qui sont là, qui envoient à l'export avec une valeur, mais vraiment minime, sans pour autant valoriser. Et c'est ce que je veux. Je veux que, par exemple, au niveau de la région de l'Oriental, comment on peut faire, et on travaille dessus, c'est-à-dire comment on peut faire venir des investisseurs pour investir dans la région de l'Oriental en co-création. Je ne veux pas. Et je ne parle pas ici d'investisseur qui vient avec, bien sûr, son capital pour investir et c'est lui qui, bien sûr, profite du gain. Non, c'est en co-création avec, bien sûr, les agents quand même de la région de l'Oriental. Et là, ça me ramène à parler d'une chose très, très importante. L'économie sociale et solidaire a un atout majeur, c'est qu'elle est difficilement délocalisable. Et là, c'est vraiment l'atout. C'est-à-dire, attention, si je dis difficilement délocalisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'aurai pas de souci. Une fois que j'ai, d'accord, la valorisation, une fois que j'ai l'entreprise sociale sur place, je ne vais pas avoir de souci quand même de délocalisation s'il y a des opportunités qui se présentent à l'international. Et c'est vraiment une solution à tous les maux de notre région de l'Oriental qui... Je m'excuse le terme, on a toujours dit la région de l'Oriental, donc est enclavée, la région de l'Oriental avec les problèmes quand même de tout ce qui est houdoud. Moi, je ne partage pas cette idée. Et je pars d'un exemple. C'est une excuse. C'est une excuse qui n'est pas valable.
Hein, pour la simple et unique raison que j'ai toujours un adage, et là je vraiment, quand c'est un expert quand même de mathématiques et de statistiques, d'accord, qui nous parlait quand même à l'ère où on était étudiant et qui nous disait que c'est en période de crise que naissent les bonnes idées. Hein? Les opportunités, il faut les saisir. Là où vraiment tout le monde ne voit pas les opportunités. Et un entrepreneur, nous sommes en train de sensibiliser nos jeunes pour dire attention, un entrepreneur, un vrai entrepreneur, c'est qui? C'est celui qui sait saisir et voir les opportunités que les autres ne voient pas. Et les opportunités, je vous assure, au niveau de l'oriental, n'existent absolument pas ailleurs. Hein? Nous avons une région quand même qui est bien lotie. D'accord, qui est bien sûr très proche, bien sûr, hein, donc de l'Europe, d'accord, pas loin, bien sûr, des États-Unis, avec bien sûr l'accord qu'on a déjà signé, et avec l'Afrique, hein, sur laquelle on s'ouvre. Le Maghreb, bien sûr, elle va s'ouvrir tôt ou tard, d'accord, mais ne focalisons pas beaucoup plus sur ça, d'accord, optons pour autre chose. C'est de l'argent facile. C'est de l'argent, oui, c'est de l'argent facile, j'en conviens, c'est de l'argent facile, mais on a besoin, bien sûr, de ces jeunes. On a besoin de ces jeunes qui ont beaucoup de potentiel et de compétences. Ben, je fais appel quand même à ces jeunes de faire comme toi. Hein? N'oublions pas que c'est pas comme moi, c'est juste synopsis. Il faut tirer chapeau. C'est Ala-Din Khaladi. Ala-Din Khaladi, c'est un produit quand même de l'université marocaine, de l'ENCG, d'Oujda, et il a fait quand même l'IAE de Rouen, et il est revenu quand même. Et c'est ça ce qui m'intéresse. D'accord, je m'intéresse aux gens, d'accord, qui restent quand même pas citoyens, mais localiens, si je m'excuse le terme, localiens, c'est-à-dire revenir pour faire quelque chose, pour motiver quand même les jeunes et pour faire quelque chose d'innovant. Il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, on est en train d'aider dans ce sens et on va s'ouvrir bien sûr sur beaucoup de choses. D'accord. Bonsoir, Mjda Ben Mimoun. Il nous dit Think Global, Act Local. C'est exactement ça. C'est ça la philosophie. Exact. Donc, j'ai posé la question à M. Abdelkader Meli pour résumer rapidement cette petite partie. Pourquoi vous se dirigez sur l'université? En deux parties. Il a répondu tout simplement que c'est l'université qui fait ressortir les voies de valorisation des produits de terroir, des produits, des ressources naturelles, humaines, des phénomènes physiques s'ils existent localement pour les valoriser. Il a donné l'exemple de Al-Kharroub qui s'exporte. Nous sommes le deuxième exportateur mondial au niveau de Kharroub et nous détenons sur la région de l'Oriental les 2/3 de la production nationale. Mais nous le vendons en brut. Nous le vendons en brut, ça ne veut rien du tout. Mais quand l'Espagne l'achète, le transforme en produit, chocolat, etc., avec un bon marketing derrière, etc., ça coûte énormément. Et en valeur, nous, on travaille pour les autres. Voilà. D'accord. C'est ce qu'il a résumé en deux parties brièvement. Et il a fini sur le fait que ce qui est le plus important quand on a de l'économie sociale et solidaire, une usine, il ouvre une usine de 4 000, 5 000 pour des calculs de coûts. Alors, exact. Du jour au lendemain, l'Inde lui propose le Pakistan, le Bangladesh pour une usine de textile moins cher. Exact. Mais il délocalise et il vous laisse avec les problèmes, bien sûr, des emplois perdus et des problèmes sociaux qui vont avec. Et c'est pour ça que nous, on a besoin. Et là, donc, je vais vraiment donc interpeller les jeunes quand même de la région de l'Oriental. Les opportunités donc sont énormes. Hein? Il faut uniquement, ne pensez pas gros, parce que les réussites n'ont jamais commencé, bien sûr, d'une manière quand même grande, d'accord, mais ça a commencé petit, et tout en commençant petit, on peut développer beaucoup de choses. J'ai cité le Kharroub, mais il n'y a pas que le Kharroub, hein. Il y a beaucoup donc d'opportunités sur lesquelles on travaille, et je veux absolument qu'on valorise. Là, vous me donnez quand même une idée quand on parlait, bien sûr, de pourquoi le choix de l'université. Est-ce que vous savez que maintenant, donc, un salut à mon cher professeur Hassan Talbi, président quand même de l'ANAP, d'accord, et la recherche qui a été effectuée dernièrement à Tafouralt. Est-ce que c'est pas intéressant? C'est très intéressant, c'est ça. Cette recherche. La recherche, c'est-à-dire qu'on a trouvé quand même un ADN, d'accord, hein, d'un être humain qui datait quand même d'il y a longtemps. Et on a trouvé maintenant que le berceau de l'humanité, ça se trouve ici au Maroc.
Est-ce que ceci ne peut pas être exploité, d'accord, pour redorer, bien sûr, l'importance de donc notre région, d'accord, et de, bien sûr, faire venir des fonds de l'étranger pour accentuer les recherches et aller plus loin dans ce sens. On a trouvé, bien sûr, à Tindrara, du côté de Tindrara, d'accord, on a trouvé des dinosaures. D'accord. Et là, encore, c'est ça la recherche. Et la recherche, elle n'est pas limitée uniquement donc à tout ce qui est scientifique, technologique et tout. Quand je dis recherche, je salue encore les professeurs quand même de l'université pluridisciplinaire de Nador. J'ai un professeur qui travaille sur la biotechnologie et qui a des recherches mondialement très connues. C'est ça. Comment on peut valoriser, c'est-à-dire... Mais localement, c'est un parfait inconnu. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Le souci, et on l'a toujours dit, hein, au niveau de l'université, hein, ils font beaucoup de choses. Mais en communication, il y a peu de communication sur tout le travail énorme et valeureux. Hein, et là, donc, il faut qu'il y ait quand même, je ne sais pas moi, un certain consulting, un certain suivi quand même, hein, de la part des acteurs avec l'université. Et je vous assure, le fait quand même de signer une convention entre une association et l'université peut paraître banal dans un... Mais là, non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant que partie civile, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'université pour, bien sûr, communiquer, pour valoriser, pour aider les doctorants. N'oubliez pas que maintenant, bien sûr, il y a des doctorales, bien sûr, qui vont se préparer, d'accord, à l'université, et c'est des porteurs de projets. D'accord. Ça me donne une super transition sur la question que je voulais poser. Oui. Avant de poser, M. Mohamed Ben Chaou, oui, si je ne me trompe pas, mes salutations à M. Abdelkader Mehdi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Je suis à votre entière disposition. Salut tous les amis et surtout les coopératives qui me suivent. Hein. Ils sont nombreux, j'en suis sûr. Envoyez-nous des échantillons. Oui. Donc, voici ce que je voulais vous poser comme question. C'est le rôle de l'université, parce que dans la chaîne, on parle du marketing territorial. Il y aura le 3e épisode bientôt qui va surtout critiquer le rôle de l'université publique, et contrairement au rôle de l'université privée, sur sa place pour le développement territorial. Alors que vous avez cité en premier début de vidéo, je reprends vos mots, ils travaillent sous des logiques de silo. Ils sont excellents chacun de leur côté, mais le développement territorial ne se fait pas chacun de son côté. Non, pas du tout. Il se construit collectivement. Exactement. Là, j'ai une question. J'ai même une question rhétorique. Est-ce que le manque de collaboration avec l'université marocaine, notamment l'université Mohamed Ier, le manque de collaboration n'est pas à cause, du manque de facilité, de flexibilité de travail avec l'université, parfois de sa fermeture, même si on parle officieusement de son ouverture, quand même je suis issu de l'université, quand même personnellement, même depuis étudiant jusqu'à l'organisation, par exemple nous avons invité le professeur Mohamed Mansadir pour le Forum international de recherche marketing. C'est des cas rares où on demande l'ouverture pour appliquer, mais concrètement sur 12, 13, 1 an, 2 mois, 2 ans, 3 ans, de collaboration entre la société civile, entre entreprises et la recherche scientifique, c'est très difficile à motiver les trois. Oui. Pourquoi ? Donc, à mon avis, donc, certainement, donc, dans tout changement, donc, il y a toujours une résistance. Et bien sûr, l'université, bien sûr, avec tout le respect qu'on a pour nos enseignants, bien sûr, et pour l'université et pour les établissements quand même publics, d'accord, dont on est issu, d'accord, et on a la fierté d'être quand même des produits marocains et bien sûr de porter haut, bien sûr, d'accord, l'enseignement marocain, même à l'international. On n'a pas de complexe à se faire. Hein. Je vous assure, l'université marocaine quand même a fait beaucoup de bonnes choses, d'accord, il faut le reconnaître. Maintenant, question d'ouverture, c'est-à-dire on n'arrive pas à s'accepter l'un l'autre. Hein? C'est-à-dire que tout le monde se dit que il a sa logique à lui, d'accord? Il détient bien sûr sa logique, sa responsabilité, et il ne veut pas s'imbriquer quand même avec les autres acteurs pour parler. Parce que là, donc, ce qui vous intéresse le plus, c'est beaucoup plus. C'est les synergies. C'est les synergies, et c'est beaucoup plus comment on peut
d'accord, booster ce territoire. Concrètement, j'ai une recherche doctorale, ce que vous avez dit, des doctorants avec qui vous travaillez. J'ai une superbe thèse, donc c'est quelqu'un qui a travaillé 3 ans, 4 ans plus sur une thématique, oui. avec des études de terrain, avec des chercheurs parfois nationaux, parfois internationaux, pour monter dans un laboratoire sa thèse. Bah, ça s'arrête là, كيمشي يقري حاجه اللي عمره ما peut-être ما دارها في la thèse. Et c'est ce que je trouve triste. C'est que je ne vois pas d'application du jour au lendemain, une société qui vient qui dit je finance sur la base de votre thèse un projet et vous le dirigez. On a tenu une réunion avec bien sûr l'université Mohamed Ier pour discuter mais amplement de ce souci. Et on est venu quand même à détecter là où vraiment la chose ne marche pas. Donc le souci c'est qu'au niveau quand même légal. Est-ce que vous savez que bien sûr un fonctionnaire bien sûr public n'a pas le droit d'ouvrir une société et bien sûr d'être bien sûr un gérant. Et là, c'était vraiment donc ce que disaient les enseignants-chercheurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette possibilité quand même de valoriser ou de créer de sociétés derrière quand ils ont, par exemple, je ne sais pas moi, une recherche qui aboutit, donc des brevets d'invention ou quelque chose dans ce sens. On leur a dit, mais vous n'avez pas le droit d'être gérant ni directeur, mais vous avez le droit d'être associé. Vous avez encore plus la possibilité de créer des coopératives. Et ce n'est pas interdit par la loi. Donc c'est là vraiment où ça chopait. Et là vraiment on a ouvert bien sûr cette brèche avec bien sûr les enseignants-chercheurs pour dire il y a une possibilité quand même de valoriser. Et c'est pas vraiment, donc c'est à la portée de nos enseignants-chercheurs. Pourquoi? Parce que c'est ça. On ne peut en aucun cas, d'accord, mettre, d'accord, bien sûr, dans des bibliothèques, ou là, bien sûr, dans les archives, des travaux de recherche qui peuvent durer 5 ou 6 ans. Mais c'est valeureux. On doit valoriser quand même cette recherche. Et la valoriser, c'est-à-dire passer à l'action, comme vous dites, c'est à la... Voilà. J'ai une question. L'étape suivante, maintenant, on a parlé de la synergie publique-privée avec la société civile. Le public en parlant de la recherche scientifique principalement. Maintenant, nous allons revenir sur d'autres aspects de vos activités. Oui. Vous travaillez sur, d'ailleurs c'était même dans votre historique, la source c'était Pticar. Pticar c'est tout ce qui est un incubateur start-up pour les start-up. C'est beaucoup plus un accompagnement avec une idée de créer donc un incubateur, mais ça n'a pas encore vu le jour. Abouti. Mais dans votre activité, dans votre quotidien, c'est comme ça que je vous ai connu d'ailleurs, vous êtes un accompagnateur de start-up. Oui. Pourquoi vous vous dirigez vers de l'économie sociale solidaire pour start-up? Je dois donc reconnaître une chose, c'est-à-dire quand on travaille dans tout ce qui est entrepreneuriat social et solidaire, on ne néglige pas, c'est-à-dire on ne parle pas uniquement d'accord, de l'entrepreneuriat social et solidaire. On parle des startups innovantes, on parle de porteurs de projets, on parle de coopératives, on parle de tout le monde. Pourquoi on donne une spécification d'accord aux coopératives? Pour la simple et unique raison qu'il n'y a pas ce souci et ce fardeau d'accord, de tout ce qui est fiscalité, d'accord, qui gêne un peu les porteurs de projets, les start-upers de se lancer. Et c'est ça le souci. Donc le souci étant que, il y a les lourds bien sûr fiscaux et tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver une issue, d'accord, une possibilité de permettre à ces porteurs de projets de se lancer. Parce que le plus important c'est quoi? C'est de faire le premier pas. Mais tout le reste par la suite, on va essayer quand même d'accompagner, et on accompagne quand même beaucoup de porteurs de projets, et il y a quand même pas mal de jeunes, d'accord, qui ont quand même assisté à nos conférences, à nos sensibilisations, et qui ont lancé leurs affaires. Et c'est ça ce qui est important. On ne se spécialise pas uniquement dans les coopératives. Les coopératives, pourquoi on parle de coopératives? Parce qu'il y a cette possibilité quand même de passer à l'action le plus vite possible sans avoir ce souci, d'accord, et ce fardeau bien sûr de fiscalité. C'est beaucoup plus dans ce sens. Mais quand je parlais bien sûr tout à l'heure, c'est Ala, tu parlais quand même de Pticar. Pticar, on avait l'intention de mettre un incubateur. Et on a commencé, d'accord, avec l'EST, c'est-à-dire l'école bien sûr supérieure de technologie, d'accord, pour mettre en collaboration, donc un incubateur. Malheureusement, donc au lieu de le faire comme c'était prévu en collaboration, donc le ST a fait, d'accord, d'une manière unilatérale. Et on n'a pas pu suivre. C'est ce qui m'a amené, d'accord, à faire la chose suivante, c'est-à-dire
puisqu'il n'y a pas un incubateur, donc j'ai été donc dans un incubateur à Rabat, d'accord, à Ibn Slimane, et par chance, je me retrouve avec 2 porteurs de projets, d'accord, qui ont été incubés, d'accord, dans cet incubateur et que j'ai accompagné. D'accord. Et là, vraiment, donc ça veut dire que, attention, donc, s'il n'y a pas d'incubateur, la faute ne revient pas donc, aux acteurs de la société civile. C'est-à-dire que, alors, il ne faut pas oublier, l'université a mis en place dans le campus du savoir un incubateur. Mais cet incubateur, il faut qu'il donne des résultats. Hein? Et les résultats, il faut les voir, c'est-à-dire au bout d'une année, comme vous le savez très bien, un incubateur, c'est 12 à 18 mois maximum. Et il faut vraiment passer, c'est-à-dire au passage, bien sûr, du lancement, au-delà de l'accélération de la start-up. Donc, attention, quand on parle, bien sûr, entrepreneuriat social et solidaire, et quand on parle de la région de l'Oriental, c'est beaucoup plus le territoire avec les potentialités et les opportunités qui existent, et faire des coopératives, parce que c'est très simple, hein, que ça soit dans les modalités de création, d'accord, ou de la gestion, c'est vraiment très simple, en comparaison avec la société, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée, ou la société à responsabilité limitée à associé unique, ou les autres, bien sûr, structures un peu lourdes et qui demandent quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie et de l'argent, bien sûr. Et je vais finir justement cette douce soirée avec vous sur l'objectif final et profond de votre activité. C'est la cartographie de la région finalement, des activités économiques, sociales et solidaires. Oui. Nous avons parlé de ça. Vous connaissez aussi, nous avons aussi parlé de ça, si vous vous souvenez, dans le cadre de l'Observatoire d'intelligence économique, avec le professeur Mohamed Mensabir. Exact. Si vous n'avez pas vu le streaming live, je vous invite chauffe-eau sur YouTube. C'est le mieux pour la qualité achetée. Oui. Donc, la cartographie qui est aussi, l'attractivité territoriale, a besoin d'une visibilité. Oui. Sans avoir de données pour développer un territoire, aveugle, oui. Sourd dans une autoroute. Donc, certainement. Ça ne peut qu'être dramatique. Oui, oui, exactement. À moins d'avoir une bénédiction de Dieu, lâcher Barakem Jeda, mais ça ne peut qu'être que dramatique. Et donc, on revient toujours, si on veut mener une action sociale, solidaire, start-up, n'importe laquelle, on revient à des données. Et donc, vous avez besoin, à travers l'université, c'était le rôle, d'ailleurs, on l'a répété dans l'observatoire, sur la cartographie, la centralisation des données territoriales. Oui. Quelle est pour vous cette vision? C'est pour moi ça votre objectif dans l'attractivité territoriale. Et quelle est votre vision à travers cette finalité? Là, vous quand même, vous me faites dire ce que je ne voulais pas dire, d'accord? Quand même, je suis membre de l'Association marocaine des conseillers à l'export et j'avais quand même la casquette de président de la commission veille stratégique et intelligence économique. Personne ne vous menace à côté, attention. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais là, non, vous me donnez quand même une idée très importante, parce que là, tout ce qu'on fait, nous, hein, on l'a dit, hein, quand on parle, bien sûr, de territoire, c'est un ensemble d'acteurs. Oui. Et s'il n'y a pas vraiment cette synergie entre tous les acteurs, ça ne peut absolument pas marcher. Tout le monde doit, d'accord, opérer dans un sens, avec un seul focus, d'accord, pour arriver à des résultats. On ne peut absolument pas donc atteindre des résultats très très importants si chacun, bien sûr, opère dans son petit coin pour dire « moi je suis responsable de cette institution, je peux faire ce que je veux et je n'ai de compte à rendre à personne sauf à ma, bien sûr, hiérarchie ». Ça ne peut pas marcher comme ça. Et si on veut vraiment bien travailler, là, vous me dites, la veille stratégique, ça veut dire qu'on doit avoir cette veille stratégique concernant le territoire. Dans quelques mois, bien sûr, on va se retrouver avec la régionalisation avancée. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Est-ce qu'on veut attendre jusqu'à ce qu'on se retrouve avec des problèmes pour trouver des solutions? Absolument pas. Il faut faire de la veille stratégique pour le territoire. Et il faut passer à l'intelligence économique. Quand on parle intelligence territoriale, et ça c'est notre objectif majeur, parce qu'on l'a dans nos objectifs, hein, de l'association de l'entrepreneuriat social. On doit, bien sûr, s'attaquer à l'intelligence économique. Et quand on parle d'intelligence territoriale, c'est quoi? C'est l'application de l'intelligence économique au territoire. Et là, c'est vraiment des informations, et à partir de la base de ces informations, on peut vraiment les filtrer, et bien sûr, c'est l'information qui nous permet, cette information qui est un outil d'aide à la décision.
Et vraiment, donc, quand je parle décision, c'est-à-dire les bonnes décisions qui peuvent éventuellement faire évoluer dans le bon sens tout un territoire, d'accord, et via bien sûr le territoire toute une nation. Et surtout, on connaît tous les événements de l'Hoceima, puis de Jarada, etc. Ce n'est pas de l'argent volé, ce n'est pas de l'argent, c'est juste des actions qui n'ont pas été suivies. Ben, avoir un suivi sur les actions, petites ou grandes, comme un projet gigantesque comme Mnara de Exact, oui. permet de connaître où est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas, et ne pas se laisser de se retrouver face à des contestations sociales, de laisser la faiblesse faire entrer des gens qu'on ne voudrait pas faire entrer. Exact. C'est ça le problème, et on n'arrête pas de répéter ça. Bon, on espère qu'on aura une bonne écoute par la suite. Non, mais le souci majeur, c'est beaucoup plus un souci de gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, attention, la gouvernance, derrière, il faut qu'il y ait quand même un contrôle. Il faut qu'il y ait quand même des instances de contrôle. D'ailleurs, vous dites gouvernance. Moi, je vous ai rappelé à chaque possibilité qu'en tant que marketeur territorial, on dit gestion de projet. On veut juste une gestion pour éviter l'aspect sulta. Gouverner, c'est gouverner, sulta, le pouvoir. Et ça, c'est sulta qui dit sulta, c'est sultan, c'est loin d'être démocratique. Alors que quand on fait une gestion de projet, c'est des personnes comme vous et moi, c'est Chaouchla, secrétaire, qui gèrent, qui suivent le projet, qui remontent des informations. Donc c'est plus familial. Je vous l'accorde, mais quand je parle de bonne gouvernance, c'est pas le gouvernement, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, mais c'est les bonnes manières, d'accord, de gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment se fixer des objectifs, d'accord, avoir des résultats, d'accord, s'autocritiquer quand il le faut, pour dire qu'est-ce qu'on a fait de bien pour avancer, qu'est-ce qu'on a fait de mal, d'accord, pour améliorer. Et là, donc, on n'a pas parlé d'une chose qui nous tient à cœur au niveau de l'association de l'entrepreneuriat social et solidaire de la région de l'Oriental Essor. C'est bien sûr l'outil quand même du design thinking pour tout ce qui est start-up innovante, d'accord. Et ça commence par quoi? Ça commence par un process, d'accord. Et ce process, même maintenant, c'est un outil qui est, d'accord, à la base de la création de la solution de crise. D'accord. Donc même pour les solutions de crise, on peut bien sûr adapter, d'accord, donc l'outil du design thinking, d'accord, comme process pour arriver. Et le design technique pour bien sûr ceux qui nous écoutent, d'accord, et qui nous suivent quand même sur ce streaming, d'accord, c'est trois volets très importants. C'est l'inspiration, d'accord, et l'idéation et l'implémentation. Et quand on parle d'inspiration, c'est ça, c'est comment je dois comprendre, d'accord, l'existant. Comment je dois observer, d'accord, pour en tirer des conclusions, c'est-à-dire avoir des points de vue, et passer à l'idéation. L'idéation, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, je dois prototyper, je dois tester, d'accord, pour passer à l'implémentation. Et le design thinking, maintenant, c'est que... Je pense à Amjda Ben Mimoun qui a dit le Hakama, c'est ça la gouvernance. Hakama, exact, oui. J'ai pris le terme du côté français, gouvernance, gouverner. Non. C'est juste un petit... Exact. Merci. Merci. Et elle suit quand même les streamings. Merci beaucoup. Oui, c'est une habituée quand même dans tes streamings. Merci beaucoup. Oui. Donc je vous laisse, donc voici les trois parties. D'accord, les trois parties, on a dit donc l'inspiration, et c'est ça, donc nous adoptons ce process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on veut vraiment aller de l'avant dans ce territoire, d'accord, il faut vraiment descendre sur le terrain. Et là, je vais dire quelque chose, bien sûr, qui nous tient à cœur. On ne veut plus de ces cabinets de consulting qui viennent d'ailleurs, d'accord, pour nous imposer des stratégies qui n'ont rien à voir avec l'existant. Nous, on connaît mieux, d'accord, notre territoire que les autres. Et on peut vraiment adopter des choses très importantes avec des résultats probants, d'accord, pour ce territoire. Donc, on ne veut pas, bien sûr, d'études avec des milliers et des milliers de pages. D'accord, on veut des choses concrètes sur le terrain, et c'est pour ça que des millions et des millions de dirhams. Exactement. Et là, on veut vraiment partir du terrain, voir ce qu'il y a sur le terrain. Et quand on dit voir les opportunités, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des choses bien localisées géostratégiquement, d'accord, géolocalement, d'accord. Et pour dire voilà les opportunités de cette localité, voilà les personnes qui existent. Qu'est-ce que je peux faire, d'accord, pour bien sûr faire évoluer donc cette localité, là, ce petit territoire. Et c'est ça donc notre objectif.
partir bien sûr sur la base du terrain, trouver des solutions, et ça c'est vraiment donc la meilleure manière d'avoir des résultats, d'accord, et bien sûr de donner une vie meilleure quand même à nos citoyens, d'accord, et les habitants quand même de ce territoire plein, bien sûr, d'opportunités. N'oublions pas que nous avons la mer, nous avons la montagne et nous avons le Sahara, chose qui n'existe nulle Trois climats ailleurs. dans une seule région. Oui, exactement. Trois climats dans une Donc, seule on a parlé, et entre autres, dans les opportunités, on a parlé de tourisme solidaire. Et nous sommes en train de travailler dessus. On a travaillé de la valorisation des dates. Est-ce que vous savez que l'OFPPT a le meilleur centre, d'accord, au niveau, C'est délicieux au ce niveau, qu'ils font. au niveau de Figuig. Oui. Et le malheur, c'est que les Figuigui, d'accord, Ne consomment pas ce qu'ils font. ne consomment pas, et non seulement ne consomment On parle pas. mais n'adhèrent pas à l'OFPPT pour valoriser, d'accord, Non, l'existant. c'est Et malheureux. là, je suis en train de travailler, d'accord, lors du dernier salon quand même, hein, des Figuigui, d'accord, au niveau de la région d'Oujda, nous sommes en train de travailler quand même avec des jeunes, d'accord, pour lancer quand même une start-up dans la valorisation des dates, sans oublier que nous sommes en train donc de travailler sur la valorisation du safran avec la présidente quand même de l'association Eitwaouzgit, d'accord, de la région bien sûr de Taouielt, d'accord, du côté quand même de Sousse, d'accord, et on a beaucoup de projets quand même qu'on va lancer, Inch'Allah. Nous sommes en train d'attendre l'appel à projet, bien sûr, du ministère de la Pêche, bien sûr, parce qu'ils vont lancer un appel à projet, d'accord, pour les jeunes entrepreneurs dans l'aquaculture, d'accord, et nous sommes en train de suivre ça, et il y a une possibilité, même pour les jeunes promoteurs qui n'ont pas assez de finances, d'accord, hein, d'opter quand même pour cette aquaculture et qui seront accompagnés par la suite. Je ne vais pas vous dire que dernièrement, on a organisé avec l'ONUDU, d'accord, et le secrétariat quand même dit le développement durable, un atelier sur tout ce qui est entrepreneuriat vert. Monsieur Et on va... Bonjour. Exactement. Et un bon salut donc à Omar Agoudim, d'accord, le coordinateur national de l'ONUDI au niveau Maroc. Ouais. Et bientôt, donc, il va y avoir l'Académie nationale. On va regrouper quand même une trentaine de projets environnementaux qu'on va bien sûr accompagner, d'accord, pendant 4 jours, d'accord, pour sélectionner quand même 6 projets qui participeront bien sûr à l'international. Ça se passe à Los Angeles cette année, d'accord, et je veux bien, d'accord, qu'il y ait quand même quelques porteurs de projets, d'accord, qui seront sélectionnés au niveau de la région de l'Oriental. Je le souhaite, d'accord, de tout cœur, et j'attends toujours donc une information de Sir Omar Agoudim sur les porteurs de projets, bien sûr, de la région d'Oriental qui ont été retenus. En tout cas, passez le message à M. Omar Agoudim. Si vous avez besoin d'un streamer sur LA, moi j'aime bien voyager. Oh oui, bien sûr. Donc le message passe certainement. Il va certainement suivre le live, sinon en direct. Pas de d'accord, pression, c'est par la M. suite. Agoudim, pas de pression. Donc voilà, je voudrais bien clôturer sur ça. Vous êtes une association d'actions, vous venez de citer toutes les actions et projets que vous accompagnez. Voici le concept majeur et le message qui vous tient à cœur. Arrêtez de ramener des conseils, des laboratoires, des bureaux prestigieux, hors de prix parfois, et excessivement chers, qui viennent d'ailleurs. Pensez local, il y a des compétences qui ont... Descendons sur le terrain, faisant des petites choses qui donneront certainement dans le futur de grands projets, Inch'Allah. Exactement. Et si vous avez besoin de coordinateurs, il y a des sociétés qui seront ravies, même au niveau international, de faire le rôle de coordinateur. Mais les études doivent remonter du terrain, doivent remonter des petites actions, comme les actions du Colibri, Essor. Exactement. Justement, pour dire au revoir. Une petite information donc, pour les coopératives. Donc, avant, les sociétés donc, avaient bien sûr la possibilité de bénéficier bien sûr de l'appui du commerce extérieur pour le développement à l'export. Maintenant, les coopératives peuvent le faire aussi et on opte bien sûr dans ce sens pour aider les coopératives. Merci beaucoup. Très bien. Donc, merci beaucoup. Vous étiez sur Synapse Insights en compagnie de Abdelkader Mehdi, expert et consultant pour l'économie sociale et solidaire, expert à l'export. Il travaille pour l'attractivité territoriale. Ce fut un plaisir. Et continuez vos actions. Le plaisir est partagé et merci pour la jeunesse qui opte quand même sur, bien sûr, quelque chose d'innovant pour la région de l'Oriental. Et c'est une tribune quand même qui est ouverte pour tous les acteurs de venir débattre.
d'accord, des possibilités qu'on peut mettre sur la table, d'accord, pour évoluer ensemble avec un futur meilleur. Vous venez de dire mon message de fin. Cette tribune, c'est pour vous. Marhaba bikoum. Si vous êtes des acteurs, coopératives, associations qui travaillent pour le développement territorial, Synapse Insight parle du marketing territorial, elle parle de vous, elle a besoin de vous et vous avez besoin d'elle aussi. Donc je vous dis à jeudi prochain, en compagnie d'un cher monsieur, on va parler de l'apport du sport dans l'attractivité territoriale et vous allez voir que c'est pas juste un hobby. Salut!